Je ne suis pas un historien. Je ne suis pas un architecte. Je ne suis pas non plus archéologue. Non, je ne suis qu'un passionné de son département qui vous emmène découvrir les villes et villages de l'Oise. Pour votre information, cette vidéo parle de l'histoire, des monuments et des infrastructures de Creil, mais je n'ai fait qu'un petit résumé de tout ce qu'il y avait à dire sur cette ville, au risque de faire une vidéo de 3 heures. Je vais tout de même essayer de vous faire connaître Creil un peu plus comme moi je l'ai fait en préparant cette vidéo. Voici donc la découverte de la commune de Creil. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui je vous emmène à la découverte de Creil. Creil est une ville moyenne d'environ 37 000 Creilloises et Creillois et est entourée par les départementales 201 allant de Montataire au Plessis-Pommeraye et la départementale 1016, ancienne route royale numéro 16, allant du Val d'Oise à Breuil-le-Sec. Creil est la troisième plus grande commune de l'Oise derrière Compiègne et Beauvais. Et j'ai essayé de concentrer dans un minimum de temps toute l'histoire et le patrimoine de Creil, et croyez-moi, cela n'a pas été facile. J'espère que vous serez indulgents et que cette vidéo vous plaira. Creil fait partie du canton de Creil, de la communauté d'agglomération Creil Sud-Oise-Laxo et du parc naturel régional Oise-Pays de France, le PNR. Le canton de Creil comprend la ville de Creil et Verneuil-en-Alatte à l'est. La ville a un blason, d'azur au chevron d'argent chargé de 3 molettes de sable et accompagné de 3 roses d'or. Ce blason est une variante du blason de la maison de Creil qui est d'azur au chevron d'or chargé de 3 molettes de sable et accompagné de 3 quintefeuilles d'or. Creil a eu les noms jadis de Criolium, Crédulium, Crédilium, Creil, Creil-sur-Oise, pour devenir le Creil d'aujourd'hui. La ville a un hameau, le Plessis-Pommeraye, au sud, en direction de Senlis. Il y existait au XVIIIe siècle une commanderie hospitalière créée par échange de terres avec l'ancienne commanderie de Santeny du prieuré hospitalier du Temple. Creil se partage en 4 grands quartiers. Le quartier Rouher, le quartier des Cavets, le quartier du Moulin et le quartier du centre-ville. De ce fait, la ville a sa mairie principale et 2 annexes, une au quartier Rouher et une autre au quartier du Moulin. Creil a une grande histoire qui commence au néolithique avec les outils découverts sur le plateau de Creil à la limite avec Saint-Maximin. Le site à l'origine de la ville semble être un gué sur la rivière Oise au niveau de l'île Saint-Maurice. Une petite nécropole de l'âge de bronze a été mise au jour lors des travaux sur le parc Alata en 2000. Les archéologues pensent que ce site a servi d'oppidum, petit village fortifié, qui dominait la vallée de l'Oise du haut de cet éperon rocheux. Une voie romaine allant de Senlis à Beauvais passait par Creil et traversait un vicus, quartier d'une grande ville qui s'appelait Litano-Briga. J'ai déjà parlé de l'antique vicus de Litano-Briga dans la découverte de Pont-Sainte-Maxence, car ce vicus, mentionné dans l'itinéraire d'Antonin entre Senlis et Beauvais, divise toujours les archéologues et historiens qui ne savent pas où le placer. De nombreux endroits sont désignés comme Pont-Sainte-Maxence, Pont-Point, Nogent-sur-Oise, Creil ou encore un village du nom de Braque, aujourd'hui disparu, près de Apremont. En 1974, une classe de l'école Jean Biondi trouve 126 pièces de bronze dans un champ près de l'Écluse à Canneville. Après des fouilles plus poussées, 2 grands vases furent trouvés avec pas loin de 2500 pièces datant de l'an 211 à l'an 273. On peut voir les vestiges de ces pots et quelques pièces au musée Gallet-Juillet de Creil. Selon Henri Sauval, historien parisien du XVIIe siècle, Dagobert Ier avait une maison royale à Creil où il reçut en 633, avec l'aide de Saint-Éloi, le roi de Bretagne, Judicaël, qui vint prêter serment au roi pour effacer les injures dont les Bretons s'étaient rendus coupables envers Dagobert. Creil était déjà une ville au IXe siècle. Il est probable que le château, qui date de cette époque, ait été construit pour s'opposer aux incursions vikings qui remontaient l'Oise. Malgré cela, il n'échappera pas à la fureur viking et sera détruit.
En 919, le château appartenait au comte de Senlis. Par la suite, la ville entra dans le comté de Clermont. En 1218, Philippe Auguste rachète le comté de Clermont et donc le château de Creil. Son fils, Louis VIII, le cède à son frère, un fils bâtard de son père, Philippe Urpel. Donc, le comté devint un apanage des rois de France. Si le roi meurt sans héritier mâle, le domaine revient à son propriétaire d'origine, donc les comtes de Clermont. Le château va alors passer de main en main plusieurs fois entre les rois de France et les comtes entre le XIe et le XIIIe siècle. Au cours d'une des périodes où le comté appartient au roi, arrive la naissance de Charles IV au château de Creil. Il sera roi de France de 1322 à 1328. Avant de partir pour Tunis en 1269, Saint-Louis régla par testament la composition des apanages de ses enfants et il laissa à Robert, son sixième fils, entre autres biens, la seigneurie de Creil et celle de Clermont. Sous le règne de Jean II, dit Jean le Bon, Charles II, roi de Navarre, dit Charles le Mauvais, voulant affamer la capitale, se rend maître de tous les passages sur la rivière. Il prend Creil en 1358 et y laisse une garnison de 1500 hommes commandée par le sire de Fondriguet, capitaine navarrois. Ce dernier se livra à des pillages, des vols, en tuant et brûlant tout ce qui résistait. L'année suivante, il dut se retirer car le pays complètement ruiné ne pouvait plus subvenir aux besoins de sa garnison. En 1374, Charles V retire Creil du comté de Clermont et l'unit au bailliage de Senlis. Il fait rebâtir le château. En 1392, le duc de Bourgogne assure la régence lorsque le roi Charles VI a des crises de folie qui l'empêchent de gouverner. Le roi vient soigner sa folie à Creil pour profiter de l'air de la campagne. Au XIXe siècle, il y avait encore des barreaux aux fenêtres qui avaient été posés pour empêcher le roi de sauter. Cela indique que Creil est l'une des résidences les plus importantes du roi de France en dehors de la capitale à la fin du XIVe. Après la prise de Paris par les troupes de Jean sans Peur en 1418, la ville et le château de Creil se rendent aussi à lui. En 1429, après le sacre de Charles VII, la plupart des villes qui n'étaient pas occupées par les Anglais ou avec de faibles garnisons firent leur soumission au roi. Creil chassa les Anglais et une délégation de notables fut envoyée à Compiègne auprès du roi pour l'assurer de la complète soumission des habitants. Les Anglais s'emparèrent de nouveau du château sous le commandement de Talbot en 1434 après 6 semaines de siège. L'année suivante, Creil fut repris par Dunois et le connétable de Richemont après plusieurs combats sanglants, la garnison ayant fortifié le pont et les alentours. Selon Louis Grave, les Anglais se seraient encore une fois emparés du château car en 1441, le roi fut obligé de l'assiéger avec de nouveau le connétable de Richemont, Gamache, La Hire et Xaintrailles. Après 12 jours de résistance, Guillaume, chevalier anglais qui commandait le château, le rendit et se retira vers Beauvais. La seigneurie de Creil passa ensuite à la fin du XVe siècle à Louise de Savoie, mère de François Ier, qui lui-même, appréciant la beauté de la résidence, vint y séjourner quelquefois durant son règne. En 1567, pendant les guerres de religion, les reliques de la collégiale de Saint-Évremont furent profanées et détruites. Creil fera de nouveau partie du comté de Clermont entre 1569 et 1704. Le château tomba aux mains des ligueurs en 1588, mais fut repris l'année suivante après 3 jours de siège par Henri IV. Le roi y revint plusieurs fois car il était proche de celui de Verneuil en Alatte où logeait Henriette d'Entragues, une de ses maîtresses. Au XVIIe siècle, la dernière résidente du château est Anne de Montafier, comtesse de Soissons. À sa mort, les Bourbons-Condé rachètent le comté car intéressés par les terres pour la chasse. Ils délaissent le château de Creil qui était déjà en partie en ruine à cette époque et vont louer les parties basses à des marchands. Cela devient une annexe commerciale du port. La seigneurie devint la propriété de Henri-Jules de Bourbon-Condé avant d'être vendue en 1782 à Pierre Juéry, procureur du roi. Ce dernier a ordre de procéder à la démolition du site pour que soit construit à la place une prison et un tribunal. Celui-ci va en fait conserver une partie de l'aile nord.
Il va garder pour lui les grandes salles qu'il va louer à divers marchands et va revendre l'autre partie sur laquelle sera construite la maison bourgeoise achetée par Bagnal en 1802 qui deviendra par la suite le musée Gallet-Juillet. Il est fort dommageable que ce château ait ainsi disparu, car il aurait pu rivaliser en taille et en beauté avec celui de Pierrefonds. Fin 18e, un industriel parisien du nom de Robert Bray O'Reilly, d'origine irlandaise, fonde la faïencerie de Creil. Après l'arrivée de Jacques Bagnal, un faïencier anglais ayant travaillé à Chantilly, la manufacture prend son envol et emploiera environ 800 personnes en 1811. En 1816, M. Saint-Cricq-Cazot devient l'unique propriétaire et fusionne en 1840 avec la faïencerie de Montereau-Fontionne. La fusion fait de la manufacture la deuxième faïencerie de France derrière Sarreguemines avec 1400 ouvriers. En 1895, suite à un incendie, la manufacture de Creil est fermée. Aujourd'hui, les usines ont disparu, mais près de la mairie, la maison de la faïence retrace l'aventure d'un siècle de faïence à Creil. Près de l'espace Daniel Mitterrand et actuellement en rénovation, l'ancienne usine Fichet. Cette usine a été construite en 1903 par Alexandre Fichet, serrurier et inventeur du premier coffre-fort incombustible. L'usine fermera ses portes en 1930, sera reprise en 1972 pour y faire un garage et est aujourd'hui désaffectée et en travaux pour en refaire un lieu de vie tout en préservant l'histoire et le patrimoine de Creil. L'industrie à Creil, c'est aussi les usines Louis-Gabriel Lebrun qui, en 1858, reprend l'usine de Philippe Mauroy, fabricant de lime, avec Alexandre Lévesque et en font une chaudronnerie. Avec Henri Daïdé et Gabriel Auguste Pilet, ils fonderont une usine qui sera à l'origine de nombreux ouvrages métalliques comme le viaduc du chemin de fer de Béliais, le pont de Cadillac sur la Garonne, le viaduc de Panzé, et de nombreux autres ouvrages. En 1888, c'est Théodore Rivière qui fonde une usine de fabrication de clous, la clouterie Rivière, qui est la dernière usine de clous forgés en activité en France. Théodore Rivière décède en 1900 et c'est sa femme Marie qui reprend les rênes de l'usine jusqu'en 1935 où elle quitte l'entreprise et c'est la Société des Forges et Aciéries de Commercy qui prend la tête du conseil d'administration. Pendant la guerre, à cause de sa proximité avec la gare, l'usine est beaucoup bombardée. Les dégâts sont importants sur l'usine comme sur les machines. Le savoir-faire de l'utilisation et l'entretien des machines est transmis de génération en génération et l'usine produit plus de 2800 modèles de clous. En 1914, la Grande Guerre arrive à Creil. Le 2 septembre, le génie français fait sauter le pont pour retarder la progression des Allemands vers Paris. Ces derniers envahissent la rive droite dans la nuit et les représailles se feront par des maisons incendiées. La ville recevra la Croix de guerre en 1920. Le 6 septembre, la contre-attaque repousse les Allemands à 60 km au nord. La Seconde Guerre mondiale verra dès 1940 de lourds combats et bombardements. Cette année-là verra la destruction, lors d'un bombardement, du grand magasin Au Bon Diable, grand centre commercial sur plusieurs étages qui entraînera la mort de plusieurs personnes réfugiées dans le hall. Creil pendant l'occupation sera un haut lieu de la résistance dans l'Oise avec de nombreux réseaux comme l'Organisation civile et militaire, l'OCM et Libération Nord, notamment animé par M. Jean Biondi, maire de la ville. D'autres personnes de la mairie ou instituteurs le rejoindront comme Gabriel Havé, Simone Hainaut, Yves Leclerc, Hélène Villatte ou Marcel Philippe. Dès 1943, Creil subira de nombreux bombardements alliés dus à la présence de l'aérodrome réquisitionné par la Luftwaffe, la gare de Creil, un nœud ferroviaire important, et la présence des bases de missiles V1 dans les carrières de Saint-Maximin et Saint-Leu-d'Esserand. La gare d'ailleurs sera détruite durant un de ces bombardements en mai 1944. Une nouvelle gare sera ouverte en 1955. Gare qui accueille aujourd'hui plus de 20 000 passagers par jour sur la ligne D du RER,
H du Transilien et le TER Hauts-de-France. Cette gare, une des plus importantes de la région, est en perpétuelle transformation et accueillera bientôt une liaison TER TGV Creil-Roissy et une passerelle pour accéder de la gare à la rive nord. Creil sera libéré le 31 août 1944, après un repli des Allemands le 29 août. Voilà pour ce qui est de l'histoire de la ville dont je pense avoir parlé du principal. Maintenant, allons découvrir les bâtiments religieux de Creil. Le premier malheureusement n'existe plus, il s'agit de la collégiale de Saint-Évremont. Cette collégiale fut dédiée à Saint-Évremont, moine de Neustrie décédé vers 920, dont les reliques furent apportées à Creil, probablement vers le Xe siècle. La collégiale est construite entre 1150 et 1180 et était située sur l'île Saint-Maurice dans l'enceinte du château et ne sera remaniée qu'au XIVe siècle. Au XVIIIe, les Creillois préféreront l'église Saint-Médard et la collégiale commencera à tomber en ruine, faute d'entretien. En 1767, elle est interdite par l'évêque de Beauvais et les 3 premières travées sont démolies. En 1825, le clocher est supprimé. En 1899, le conseil municipal décide de la démolition des restes du vieux château et de la collégiale qui se trouvait à la place du rond-point face à la mairie. Après une église disparue, une jeune église, l'église Saint-Joseph. Cette église a été construite en 1969 et a donc mon âge par l'architecte Jacques Priolo sur le plateau. L'église a un plan carré et l'entrée est précédée d'un porche. L'architecture de cet édifice religieux témoigne d'une époque où l'Église catholique voulait être au plus près de la société. On peut aussi citer la chapelle de Vaux aux apports de la départementale 1016 en direction de Verneuil en Alatte. Je vous emmène maintenant à la découverte de l'église de Creil. Il suffit de voir le plan de l'église réalisé par Dominique Vermand pour s'apercevoir de la complexité et de l'inhabituelle disposition de cette église. Construite à partir de 1250 sur l'emplacement d'une ancienne église avec un plan en croix grecque, elle sera profondément modifiée au XIVe et XVe siècle. Si elle a cette forme si particulière, c'est dû au fait de ses agrandissements confrontés au milieu urbain dense et aux murailles de la ville sur lesquelles elle s'appuyait au Moyen-Âge. Elle se compose d'une nef de 2 travées accompagnée de 2 bas-côtés, d'un transept largement débordant dont les croisillons sont de même longueur que les bas-côtés, d'un chœur de 2 travées avec collatéraux et d'une chapelle devant le chevet du collatéral nord. Le clocher du XVIe est sur l'emplacement du clocher gothique du XIIe au XIIIe siècle. Il mesure 34 mètres de hauteur et se compose de 3 niveaux. Le premier accueille un portail monumental, le second comprend 2 longues baies sur chaque face et le troisième 2 baies à basson jumelées presque identiques à celles du second et le tout est coiffé par une flèche octogonale en pierre. Il est difficile de décrire l'intérieur de cette église Saint-Médard tant elle est grande et complexe. Mais c'est un très bel édifice, principalement de style gothique et vraiment incroyable. L'édifice est assez sombre au vu du manque de fenêtres, mais devait être autrement plus clair avant tous les agrandissements. Toute l'église est voûtée d'ogives avec quelques belles clés de voûte. Le bas-côté droit comprend de belles fenêtres dont 2 inhabituelles en triangle curviligne. La chapelle de la Vierge, lui, accueillait un sublime autel avec retable. Au XIIe siècle, l'église était en forme de croix grecque, la nef et le transept étaient de même longueur.
L'hôtel a ensuite été déplacé vers 1280 à son emplacement actuel et l'église a été agrandie au sud-ouest, le rempart étant situé au nord-est. Le nouveau chœur est surtout remarquable par sa très grande fenêtre à remplage rayonnant et ses sublimes vitraux. De nombreuses arcatures parsèment les murs de l'église. Les fonts baptismaux et 2 confessionnals se trouvent dans le bas-côté gauche. C'est vraiment une église exceptionnelle et probablement unique avec laquelle je vous laisse quelques instants. En plus de ces églises catholiques se trouve dans la ville l'église protestante réformée de Creil et 5 mosquées, dont la grande mosquée Essalam de Creil sur le plateau dans le quartier Rouher. Retournons maintenant dans les rues de Creil. Le monument aux morts, appelé le monument pour la paix, se trouve au bout de l'allée des anciens combattants avec une belle statue pouvant représenter la victoire, mais qui représente la paix, d'où le surnom de ce monument. Environ 75 soldats des 2 guerres, plus 30 soldats dans un ossuaire, reposent dans le cimetière rue de Verdun. Dans ce même cimetière, un autre petit monument aux morts. Je n'ai trouvé qu'un seul calvaire qui est sur le pont, mais qui était à côté de l'ancien pont, comme on peut le voir sur cette carte postale. Dans la rue Léon Blum se trouve une borne Truden ou millière avec le numéro 24 inscrit. Cette borne était utilisée par les cochers au XVIIe et XVIIIe siècle pour connaître la distance qui leur restait jusqu'à Paris. Ici, 24 toises. La toise correspondait à environ 2 km, donc Paris, et plus précisément la cathédrale Notre-Dame, se trouvait, et se trouve toujours d'ailleurs, à 48 km de cette borne. Comme à Gouvieux, une rue accueillait des maisons troglodytes, la rue du Haut des Tuffes. Ces maisons, aujourd'hui disparues, presque toutes bouchées ou dans des propriétés privées, servaient encore au XIXe siècle à des familles modestes. À l'extrémité est de l'île Saint-Maurice, derrière la piscine, se trouve un petit pavillon érigé vers 1780 et nommé le Temple d'Amour. Ce nom de Temple d'Amour vient probablement du fait que certains couples s'y retrouvaient pour quelques déclarations d'amour au bord de l'Oise. Quoi de plus romantique? Parlons maintenant des infrastructures actuelles. Pour l'éducation, Creil compte de nombreuses écoles maternelles, élémentaires, primaires, trois collèges, le lycée et lycée professionnel Jules Hury, le groupe scolaire privé El Ghazali et le campus de l'université de Picardie Jules Verne, le tout pour environ 10 000 élèves. 14 sites de restauration scolaire sont présents dans la ville et des périscolaires dans plusieurs écoles.
Et pour la détente après l'école, un grand nombre d'aires de jeux pour jeunes enfants, de terrains multisports ou de city-stades sont présents dans la ville. Pour le sport, pas moins de 4 gymnases, le stade Vélodrome de Creil, la plaine de jeux du Champ de Mars, le complexe tennistique, le stand de tir, un boulodrome sont présents dans la ville, sans compter les autres activités sportives qui sont proposées aux Creillois et qu'il me prendrait trop de temps à énumérer. N'oublions pas la piscine au bord de l'Oise, inaugurée en 1923, une des premières de l'Oise, de style Art déco. Elle est restaurée en 1956 et fermée en 2010. Elle est de nouveau ouverte au public depuis juin 2013, après 3 ans de travaux. Et puisque l'on est dans l'eau, sur l'île Saint-Maurice se trouve le club nautique de Creil, l'Étoile nautique de l'Oise, créé en 1905 par Auguste Gallet dans l'ancien jardin de sa propriété. La passerelle Nelson Mandela au-dessus de l'Oise a récemment été construite et relie l'ouest de Creil à l'île Saint-Maurice. Il y a au moins 350 associations culturelles, sportives, citoyennes, de mémoire et scolaires dans la ville, aidées par la Maison creilloise des associations. La ville propose une douzaine d'animations annuelles, la plupart à la faïencerie. Ce bâtiment est nommé ainsi car se trouvant à l'emplacement de l'ancienne faïencerie, avec sa belle fresque signée Mystique, il accueille un restaurant, la salle de théâtre et de cinéma, ainsi que la médiathèque. Avec ses 2 annexes dans le quartier Rouher et du Moulin, cette médiathèque propose environ 200 000 documents aux Creillois, livres, CD, DVD, revues, etc. La culture à Creil, c'est aussi le conservatoire municipal de musique et de danse, l'espace Matisse pour les expositions et les ateliers d'art, la grange à musique, et bien sûr le musée Gallet-Juillet près de la mairie qui désormais n'est plus que dans un seul bâtiment avec la maison de la faïence. Un bel endroit pour vos sorties futures. On peut aussi voir l'ancien théâtre rue Jules Michelet qui date de 1882 et comprenait 700 places et 2 balcons, devenu cinéma-théâtre en 1926, il fut ensuite une boîte de nuit et une salle de spectacle. Pour la santé, la ville accueille le centre hospitalier Georges Laennec, une polyclinique, un centre polyvalent de santé, une maison de santé pluriprofessionnelle, de nombreux médecins et autres professionnels de santé. Sont présents aussi pharmacie, laboratoire d'analyse et vétérinaire. Mais se trouve aussi à Creil un des 2 centres de la CPAM de l'Oise et un centre des allocations familiales. Pour les aînés, l'EHPAD de la Pommeraye se trouve dans le quartier des Cavets et 3 résidences pour seniors autonomes sont présentes en ville. La résidence Somasco, la résidence Le Roi et la résidence Facenda. À cela, on peut ajouter la résidence pour seniors des bords de l'Oise. Creil compte environ 200 commerces, boulangerie, boucherie, coiffeur, épicerie, restaurant, restauration rapide, plus les banques, les agences immobilières, les auto-écoles et bien d'autres établissements au service des Creillois. Un grand marché est présent depuis 1878, les mercredis et samedis matins place Carnot, un autre le jeudi matin place du Champ de Mars et un marché éco-citoyen est présent sur le parvis de la faïencerie tous les premiers jeudis du mois. À tout cela, on peut ajouter la grande zone commerciale de Saint-Maximin, juste à côté. Un grand centre postal se trouve rue du Valois et à côté, le centre de rencontre pour les locations de salles.
Les locaux du Centre communal d'action sociale, le CCAS, sont situés rue Édouard Branly. Et en face, la chaufferie de Creil avec sa cheminée qui me fait automatiquement penser à la fusée de Tintin dans Objectif Lune et on a marché sur la Lune à chaque fois que je viens sur Creil en arrivant de Senlis. On trouve aussi dans la ville les artisans habituels comme plombiers, électriciens, garages, etc. À l'ouest se trouve le parc technologique Alata, en commun avec la ville de Verneuil-en-Alate, qui comprend de nombreuses entreprises, la déchetterie, le stand de tir et un restaurant. À l'ouest, sur la départementale 120 en direction de Verneuil-en-Alate, l'avenue du Tremblay accueille de nombreux concessionnaires et garages, entreprises, les locaux de France Travail et la salle d'assemblée des témoins de Jéhovah. La sécurité est assurée par la police municipale, la police nationale, la gendarmerie et une caserne de sapeurs-pompiers. De nombreuses personnalités sont nées, ont vécu, sont morts ou vivent encore à Creil. En voici quelques-unes. Charles IV, Louis XI, roi de France. Jean-Louis Thuillier, botaniste. Edmé Bovinet, graveur français. Charles de Saint-Cricq-Cazaux, actionnaire de la faïencerie et maire de la ville. Marie-Victoire Monard, mémorialiste et écrivaine. Louis-Gabriel Lebrun, ingénieur. Émile Cotin, militant anarchiste, auteur d'une tentative d'assassinat sur Clémenceau. Stéphane Bouy, acteur. Christine Musiot, championne d'escrime. André Verschuren, accordéoniste. Éric Woerth, Bernard Cazeneuve, Hélène Geoffroy, personnalité politique. Pascal Sautens, dit Pascal de Grandfrère. Arnaud Labbé, Arnaud Coyot, cycliste. Fabédia, athlète. Fabien Dubot, Pacelli Morland, basketteur. Grégory Thiel, Linel Kitembala, Houssen Abderrahman, Simon Banza, Aymen Sadi et Ayoub Bouhadi, footballeur. Et Keblak, Naza, Davinor, chanteur de rap. Le groupe Alliance Ethnique a fait son premier concert à Creil en 1990. Et si vous désirez visiter Creil par vous-même, de nombreux gîtes, chambres d'hôtes ou Airbnb, principalement en centre-ville, peuvent vous accueillir pour vous permettre de découvrir la troisième plus grande ville du département, bien agréable à visiter et qui, avec son histoire, ses monuments, ses bords de l'Oise et ses nombreux petits endroits insoupçonnés, pourrait bien vous surprendre. Voilà, je pense avoir fait le tour de cette ville du sud de l'Oise où se confondent l'histoire, l'art, l'industrie et la modernité pour faire de cette ville une commune attractive, proche de Paris, avec tous les commerces et les services nécessaires aux habitants. Il se peut que j'ai oublié de parler de certains établissements ou éléments de la vie de la commune, et si c'est le cas, je m'en excuse. Je remercie infiniment l'Office de tourisme de Creil pour leur aide et leur accueil, et toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi dans les rues de Creil, et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un j'aime, à en parler autour de vous, et surtout à partager. Cela aide beaucoup la chaîne. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez soutenir la chaîne en vous rendant sur ma page Ko-fi, dont le lien est en description. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche afin de ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt, au revoir Creil.